Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission sur l'avenir en région et une émission consacrée aujourd'hui au nucléaire. Le nucléaire qui va nous intéresser d'ailleurs dans 2 émissions. Pour cette première, nous allons faire un point sur le secteur en Bourgogne-Franche-Comté. Un secteur, alors j'aurais eu tendance à vous dire combien d'emplois il concernait, mais je me rends compte que nous ne sommes pas tous d'accord avec les professionnels sur les chiffres, donc je vous laisserai, chers invités, me donner les chiffres exacts de l'emploi et du nombre d'entreprises en Bourgogne-Franche-Comté. En tout cas, le nucléaire est une industrie désormais indispensable pour l'énergie, avec, j'espère que là j'ai les bons chiffres, 56 réacteurs répartis sur 19 sites en France, qui soulèvent de nombreuses questions, mais qui est également indispensable, comme je le disais. On va en parler avec nos invités. Avant cela, je souhaitais donc que justement avec mon premier invité, Monsieur Chevillon, on va pouvoir enlever nos masques, puisque nous avons bien sûr respecté la distanciation et les barrières, comme on peut le voir. Et donc, je peux vous inviter à ôter votre masque et ce sera plus facile. Remercie. Donc avec moi aujourd'hui, donc Monsieur Yves Chevillon, vous êtes délégué régional EDF. Bonjour Monsieur Chevillon. Bonjour Madame Hubert. Et puis nous avons plusieurs invités à distance. Monsieur Laurent Glès, directeur du site Framatome au Creusot, accompagné de Christophe Pellereau, responsable du campus formation et de la communication pour Framatome au Creusot. Bonjour messieurs. Et puis, nous avons également Monsieur Jean-François Debos, qui est lui directeur général du pôle de compétitivité Nucléaire Valais. Et on se doute qu'avec un tel nom, Monsieur Debos, le nucléaire, c'est aussi un peu votre spécialité. Tout à fait. Bonjour à tous. Alors, ma première question va être à la fois pour vous, Monsieur Chevillon, et puis ensuite pour Monsieur Debos, pour que justement, mes chiffres apparemment ne sont pas exactement les bons. Donc, vous avez plus d'emplois que ce que j'avais en tête pour le nucléaire. Donc, messieurs, Monsieur Chevillon, peut-être que déjà, quelle est la part, avant de parler d'emploi, quelle est la part d'électricité française qui repose sur le nucléaire pour qu'on puisse avoir une idée de l'importance de la filière sur notre activité au quotidien? Comme vous le savez, c'est la part la plus importante puisque la production d'électricité en France est à peu près à 75% d'origine nucléaire. Alors ça varie évidemment d'une année sur l'autre, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc l'essentiel de la production d'électricité. Donc 70 à 75% d'électricité. Donc là, toutes les lumières qui nous éclairent aujourd'hui le font à 75% grâce à l'énergie nucléaire. On peut le dire ainsi, oui. Monsieur Debos, alors maintenant, je veux des chiffres, s'il vous plaît. Combien il y a d'emplois en région le nucléaire représente-t-il et pour combien d'entreprises? Alors, le comité stratégique français du nucléaire a mené une étude sectorielle régionale fin 2019. Et donc ce sont les chiffres que je vous donnais, ce sont des chiffres post-Covid. Mais les chiffres, je dirais, n'ont pas forcément beaucoup évolué aujourd'hui. On est à 12 200 salariés environ en Bourgogne-Franche-Comté, donc qui travaillent dans la filière nucléaire française, ce qui fait à peu près 5,5% de l'emploi national de la filière. Et ces 12 200 salariés sont répartis dans 570 établissements à peu près, sachant que sur ces 570 établissements, 180 entreprises ont leur siège social en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc on voit ici qu'effectivement la région Bourgogne-Franche-Comté est une région importante pour le nucléaire et la filière française. 570 entreprises, comme vous le soulignez tout à l'heure, Monsieur Chevillon, ne sont pas toutes pour autant directes, enfin ne font pas que du nucléaire. Je pense qu'il y a notamment des entreprises de la métallurgie qui sont des sous-traitants et qui travaillent entre autres, j'imagine. Absolument. Oui, c'est l'essentiel. Hein. Oui. L'essentiel de ces entreprises ne travaillent pas spécifiquement pour le nucléaire. Elles ont d'autres compétences, elles interviennent dans d'autres filières industrielles, évidemment. Monsieur Debost, est-ce que vous avez une idée de combien se dédient totalement à la filière nucléaire? Alors, Yves a parfaitement raison. La plupart des entreprises, comment dirais-je, qui travaillent dans notre filière, sont actives dans d'autres filières. Hein. Il faut savoir qu'en Bourgogne-Franche-Comté, la part moyenne du chiffre d'affaires nucléaire dans le chiffre d'affaires de ces 570 établissements, c'est à peu près 27,6%. Donc 27,6% de ce chiffre d'affaires est pour le nucléaire. Donc ce qu'on montre, ce qui prouve bien effectivement que les entreprises sont multisectorielles. Plus d'une entreprise sur 2 en Bourgogne-Franche-Comté travaille au moins dans 3 autres domaines, 3 autres secteurs d'activité. Le ferroviaire pour 48% d'entre elles, le naval pour 46% d'entre elles, et évidemment, bien évidemment, dans les domaines des énergies renouvelables pour presque 50% d'entre elles. Donc on voit que le nucléaire est une part, ça représente grosso modo un tiers du chiffre d'affaires des entreprises qui y travaillent. Alors parmi ces entreprises majeures, pardon, oui Monsieur Debost. Oui, j'allais rajouter, c'est important, puisqu'on parle de chiffre d'affaires, que 53% de ces entreprises exportent.
Oui, on va parler effectivement. Un élément. Ouais. Ouais. Effectivement, c'est peut-être pas quelque chose qu'on Ils réalisent plus de 50% de leur CA en dehors de l'Europe. Ouais, c'est un élément important. Effectivement, on parlera de l'export parce que peut-être qu'on ne pense pas, mais le nucléaire est une matière qui s'exporte. Donc, on en parlera Absolument. effectivement tout à l'heure. Parmi ces entreprises qui emploient beaucoup et qui travaillent pour le nucléaire, il en est une. Alors, il y en a deux en particulier qui sont particulièrement représentées et importantes en région Bourgogne-Franche-Comté. Je pense notamment à General Electric en nord Bourgogne-Franche-Comté. Et on a plutôt en sud, cette fois Bourgogne-Franche-Comté, en Saône-et-Loire, nous avons Framatome. Monsieur Pellereau, Monsieur Glès, combien de sites Framatome compte-t-il en Saône-et-Loire et pour combien de salariés ? Alors en Saône-et-Loire, nous avons 3 sites qui sont situés au Creusot, à Saint-Marcel et à Châlons, pour un total d'environ 2500 personnes qui travaillent en Bourgogne pour Framatome. Donc vous êtes, je crois, l'un des principaux recruteurs du département. Alors non seulement nous sommes le premier employeur privé de Saône-et-Loire, tout à fait, et nous avons un volume de recrutement extrêmement important chez Framatome. Framatome a annoncé en 2020 et a réitéré ce chiffre en 2021 de 1000 personnes recrutées sur l'ensemble de Framatome. Donc ça fait un volume extrêmement conséquent de personnes à recruter. Et en 2021, en Saône-et-Loire, le volume sera d'environ 350 personnes. Et sur notre région, je crois pouvoir dire que Framatome, d'année en année, est un des principaux, sinon le principal recruteur de nouvelles compétences sur le territoire. D'accord. Alors justement, puisqu'on parle de Framatome qui recrute, vous recrutez des gens, tant mieux, vive l'emploi. Mais concrètement, Monsieur Glès, on va faire quoi quand on va être recruté chez Framatome, en quoi consiste le rôle de Framatome au sein de la filière nucléaire? Qu'est-ce que vous construisez? Écoutez, Framatome, si on prend le grand Framatome, c'est une société leader international dans le domaine du nucléaire, plus de 60 ans d'expérience, qui conçoit et fabrique des chaudières nucléaires, fabrique des composants, traite les combustibles, installe les systèmes de contrôle et de commande, peut fournir les plans de solution et les plans de maintenance. Si on revient dans le cas du Creusot, le Creusot, c'est plus de 200 ans d'histoire de fabrication des composants lourds, donc des grosses pièces forgées ou moulées, qui vont dans l'industrie du nucléaire civil ou du nucléaire de la défense. Et aujourd'hui, dans les plans de recrutement, quand on annonce que Framatome fait un peu plus de 8000 salariés en France, il y a eu une variation à la hausse d'un peu plus de 1000 personnes l'année dernière et encore de 1000 personnes cette année. Si on prend ne serait-ce que le périmètre du Creusot, les 83 recrutements menés l'année dernière, c'est un peu plus d'une quarantaine qui vont être menés cette année. Nous embauchons des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers pour des métiers qui peuvent être liés à l'industrialisation, l'usinage, la force, la métallurgie, la qualité, la gestion des projets. Et je dirais que plus qu'un recrutement, c'est une culture d'entreprise. C'est des parcours d'intégration, de formation. Un petit problème de connexion de notre côté. Investissements qui sont faits et j'en ai laissé très bien. Donc voilà. Je vais peut-être passer la parole justement à Christophe, je crois qu'il a toute la foi et l'enthousiasme pour vous expliquer, vous donner quelques exemples dans le domaine de la transmission des savoirs, de la culture d'entreprise et de l'intégration de nos personnels. Oui, parce que 1000 personnes, c'est pas rien. C'est pas rien, 1000 personnes. Non, mais clairement, aujourd'hui, la phrase que l'on reprend très souvent dans nos communications, c'est que Framatome recrute, forme et offre des opportunités d'évolution extrêmement intéressantes, extrêmement riches, non seulement sur nos sites de Bourgogne, mais également dans toute la France, sur nos 14 sites de France. En matière de formation, comme l'a dit Laurent, nous recrutons tout type de profils, mais des profils éminemment techniques, ça va de soi. Et l'un des exemples les plus concrets pour accompagner ces montées en formation, ces montées en compétences, sont illustrés au travers notamment des CQPM, des certificats de qualification paritaire de la métallurgie, qui sont des dispositifs de formation certifiants sur nos différents métiers, que ce soit pour Chalon
service et métier de technicien d'intervention sur site nucléaire. Sur Saint-Marcel, le soudage, qui est l'un des métiers emblématiques de Saint-Marcel. Et puis sur le Creusot, les 2 métiers emblématiques également, que sont l'usinage et la forge. Et en Saône-et-Loire, en 2020, ce sont 5 promotions de demandeurs d'emploi qu'on a intégrées au sein du GIEC, le groupement d'employeurs pour l'industrie et les qualifications, qui dépend de l'UIMM, pour une quarantaine de stagiaires formés en alternance au sein de nos 3 usines. Et en 2021, nous aurons, a priori, c'est déjà bien entamé, des promotions vont s'étaler comme ça tout au long de l'année, mais c'est un programme de 7 promotions de stagiaires, de 50 stagiaires environ, sur l'ensemble des métiers que j'ai cités, l'usinage, le soudage, le contrôle non destructif également, les techniciens d'intervention sur site nucléaire. Donc voilà, on entretient notre vivier, on recrute, mais on forme également beaucoup. Alors, Monsieur Debost, à l'exemple de Framatome, qui recrute donc 1000 personnes cette année, ce qui est quand même pas rien, est-ce qu'on peut en déduire que le secteur du nucléaire se porte bien malgré la crise? Oui, c'est un secteur absolument, c'est un secteur qui est très résilient, en fait, à l'image de l'industrie du pharmaceutique, de l'agroalimentaire. Ça fait partie des secteurs qui ont probablement été les moins impactés par la crise sanitaire et par la crise économique aujourd'hui. Comme l'a fort justement dit Christophe, et Framatome est un très bel exemple, c'est un secteur qui recrute énormément. J'en veux pour preuve, nous avions organisé il y a de cela un an un forum emploi où nous avions plus de 1200 offres d'emploi pour 400 personnes présentes. Donc vous voyez que c'est un secteur qui est très dynamique. C'est un secteur qui forme beaucoup, et je crois que ça c'est important de le noter. On a la chance d'avoir en Bourgogne-Franche-Comté de belles écoles, de beaux centres de formation, notamment un effectivement au Creusot, qui est dirigé par Christophe. Il y a également beaucoup de formations, et je sais que vous aurez l'occasion de l'évoquer dans une autre émission, qui sont faites par l'UMM, qui est très active dans le domaine, puisque en Bourgogne-Franche-Comté, le métier principal, c'est la métallurgie, avec effectivement tous ces besoins. On note d'ailleurs en région, et ça c'est quelque chose qui nous avait nous plutôt étonnés, c'est que malgré la crise, 65% des entreprises rencontrent aujourd'hui des difficultés de recrutement. On manque de soudeurs, on manque de chaudronniers tuyauteurs, on manque d'automaticiens. Donc j'oserais dire, engagez-vous, parce qu'il y a du boulot chez nous, dans nos usines, et du boulot pour longtemps. Quand on voit les beaux programmes qui sont lancés, quand on reprend les déclarations du président Macron, qu'il a faites d'ailleurs sur le site du Creusot le 8 décembre dernier, donc que cela soit pour la maintenance du parc, le programme Grand Carénage, les projets nouveaux nucléaires, les EPR en Angleterre, bientôt peut-être en Inde et évidemment bientôt en France, ou que ce soit pour le monde de la défense, ou de la propulsion nucléaire, où beaucoup des entreprises du territoire bourguignon-franc-comtois travaillent aussi dans ce domaine-là. Il y a énormément de boulot et effectivement, l'emploi et la formation sont un enjeu, je dirais, capital, clé pour la filière. Ça, c'est très important. Juste quelques chiffres. C'est une industrie où on a un fort niveau de qualification. Quand on regarde la composante, je dirais, des salariés, des employés des entreprises de notre territoire, on a à peu près 23% d'ouvriers, 35% d'État, 42% de cadres. Donc, comme je dis, c'est une industrie qui recrute beaucoup, qui forme tout au long de sa carrière. Mais alors, Monsieur Debost, quel est votre rôle dans cette filière? Vous ne construisez pas de centrales, vous ne les gérez pas. Alors, que fait Nucléaire Valais aux côtés de tous ces intervenants de la filière? Alors, nous, un pôle de compétitivité, en fait, c'est un organisme parapublic qui est financé notamment par l'État, des conseils régionaux. Donc, on a la chance d'avoir comme financeur public le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, qui est l'un des financeurs historiques du pôle. On a également 2 communautés de communes qui sont très importantes pour nous. C'est le Grand Chalon, où on va retrouver d'ailleurs 2 usines de Framatome, et puis la CUCM, donc la communauté de communes du Creusot-Montchanin, qui nous accompagne. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? En fait, on a une délégation de services publics pour aider les entreprises à monter des projets de R&D et surtout les aider à aller chercher des aides publiques, qu'elles soient régionales, nationale ou européenne. On a la chance en Bourgogne-Franche-Comté d'avoir des guichets, la région finance beaucoup d'innovation,
que ce soit au travers des guichets PSPC, au travers des guichets FEDER, ou du guichet du Fonds régional de l'aide à l'innovation. Et donc, on aide les entreprises en fait, à monter leurs projets, leurs programmes et à aller chercher, le cas échéant, des aides publiques. Quelques chiffres. Hein. En région Bourgogne-Franche-Comté, depuis 4 ans, le pôle a labellisé pour plus de 40 millions d'euros de projets R&D et on est allé chercher environ 20 millions d'euros d'aides publiques, justement pour aider les entreprises et tout particulièrement les PME-TPE, hein, puisque sur le territoire, plus de 53% des entreprises qui travaillent dans notre filière sont des PME-TPE. Donc, c'est ces entreprises-là qu'on accompagne pour les aider à monter leurs projets et puis à essayer d'aller chercher des financements, des aides publiques pour boucler leur budget et puis faire en sorte que le projet démarre le plus vite possible et crée de l'emploi le plus vite possible. Donc voilà notre mission première, notre mission principale. Ensuite, on a une deuxième mission, c'est l'animation économique. Donc, grosso modo, c'est aider les entreprises à faire du business en les connectant entre elles. Moi, j'ai quelques exemples où, par exemple, on aide en ce moment les entreprises du nord du territoire, donc du bassin de Belfort, qui effectivement sont en difficulté compte tenu des problématiques, je dirais, de GE. Donc, on les aide à se connecter avec les grands donneurs d'ordre de la filière nucléaire pour voir dans quelle mesure, étant entendu qu'on est une filière où il y a beaucoup de travail, et bien comment on peut les aider finalement à rentrer dans cette filière et puis finalement à continuer d'exister et à continuer de produire en local, ce qui est très important pour nous. Hein. Plus de 85%, je dirais, des activités pour les 56 réacteurs que vous citiez tout à l'heure sont faites par des entreprises françaises en France. Et ça, c'est une des particularités de la filière nucléaire française. Elle est très, très franco-française et elle emploie énormément de salariés en local. Évidemment, on ne délocalise pas une centrale nucléaire comme on pourrait délocaliser une usine automobile. Et ça, c'est une vraie force aujourd'hui, compte tenu de la crise économique dans laquelle nous entrons. Et quand on connaît, je dirais, l'importance, et on le voit, hein, comme on a vu les difficultés qu'a rencontré la filière pharmaceutique en étant trop dépendante de pays étrangers, eh bien nous, on a une filière où on a la chance d'être très dépendante d'industriels français qui créent de l'emploi en France dans nos territoires. Et ça, c'est important à noter. Monsieur Chevillon, Monsieur Debost a soulevé beaucoup de choses, à la fois l'innovation, de beaux programmes, une filière franco-française. J'aimerais déjà revenir un peu sur l'innovation. Est-ce que chez EDF, vous êtes particulièrement, j'imagine, attentif à l'innovation dans le nucléaire? C'est même une nécessité absolue, évidemment. Hein. Sur des technologies de pointe comme celles qui sont les nôtres, nous devons forcément être toujours à l'affût des capacités d'innovation, d'imaginer de nouvelles modalités, de nouvelles solutions. Je dirais, ça fait partie de l'ADN de nos modes de fonctionnement que de toujours être en capacité de promouvoir l'innovation. Sur tout ce qui vient d'être dit, je crois qu'il y a quand même des points qui méritent vraiment, vraiment d'être soulignés. C'est la dimension, telle que l'a dit Jean-François, la dimension non délocalisable de l'activité. La plupart de la filière nucléaire, la sous-traitance de la filière nucléaire est implantée sur nos territoires. C'est une vraie nécessité parce que les exigences justement d'innovation, les standards de sécurité notamment, obligent des relations très très courtes entre les acteurs de premier rang et la sous-traitance, donc ça nécessite vraiment cette capacité à travailler, donc ça c'est très important. C'est une filière dynamique, je crois qu'elle a été très largement soulignée tant par les collègues de Framatome que de Nucléaire Vallée. Avec 1000 emplois d'un côté et puis effectivement de l'innovation de l'autre. Des besoins en tension d'emploi, oui, c'est très très important, et aussi c'est une filière qui est extrêmement exportatrice. Il n'y a pas tant de filière industrielle française qui ait une si belle dynamique économique et qui soit exportateur. Et donc ça, c'est évidemment bénéfique pour notre balance économique au niveau national. Juste quelques chiffres pour l'avoir en tête. Il y a actuellement au monde à peu près 450 réacteurs nucléaires en fonctionnement. Sur ces 450 réacteurs nucléaires, 120 sont de conception française, dans 19 pays. Donc évidemment, on est en relation très privilégiée. Toute la filière française est en relation très privilégiée avec ces opérateurs. Et 250 réacteurs, même s'ils ne sont pas de conception française, bénéficient aujourd'hui de services apportés par la filière nucléaire. Donc nous sommes un acteur, la filière nucléaire française est un acteur international de grand renom. J'imagine notamment qu'à Framatome, effectivement, que ce soit au Creusot ou à Saint-Marcel ou à Chalon-sur-Saône, vous ne concevez pas des pièces uniquement que pour les centrales nucléaires françaises.
Je crois d'ailleurs que vous êtes en ce moment un gros projet qui est du côté de la Grande-Bretagne avec Hinkley Point C, sauf erreur de ma part, c'est bien son nom. Non, c'est Hinkley Point et puis vous avez Sizewell C. Ah, il y a deux sites. Il y a deux sites. Voilà. Donc en tout cas, il y a 2 sites en Grande-Bretagne sur lesquels je crois Framatome travaille. Là encore, alors qu'est-ce qu'on exporte? Est-ce qu'on exporte l'énergie ou vous exportez la technologie, le savoir-faire? Je vous écoute, monsieur Glès. Écoutez, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Framatome intervient aujourd'hui dans plusieurs pays, est un leader de l'industrie nucléaire. Donc on sait apporter des composants, du combustible, de l'intelligence, des centrales de commande et de la maintenance. Si je peux rajouter, bien effectivement, là, Yves Chevillon Yves l'a précisé, sur les 450 réacteurs au monde, Framatome intervient sur environ 380 d'entre eux. Et évidemment, en ce moment, on a le projet HPC, Hinkley Point, qui nous occupe énormément. On a la vision, les négociations entamées avec les Anglais sur Sizewell C, comme le précisait à l'instant Yves. Mais ce n'est pas que ça. N'oublions pas qu'on a déjà 2 réacteurs de type EPR, de notre technologie, qui sont déjà en fonctionnement en Chine, sur les sites de Taishan 1 et 2. Donc voilà, la technologie n'est pas une révolution, c'est une évolution qui renforce la sûreté de nos installations. Mais voilà, ce sont les projets les plus emblématiques, mais on a des clients au Brésil sur le site d'Angra, par exemple. On en a en Afrique du Sud avec le projet Queberg et l'électricien Eskom. Il y a donc une véritable expertise à la française dans le nucléaire, que ce soit du point de vue de Framatome, mais même... C'est indéniable. C'est indéniable, monsieur Chevillon. C'est indéniable, oui. Actuellement, les grandes nations opératrices du nucléaire, c'est la France, c'est la Chine maintenant, qui monte en puissance, c'est l'Union soviétique et ce sont aussi les Américains. Voilà, quand on a dit ça, vous avez le quatuor de tête de l'industrie nucléaire mondiale, quelque part. Donc il faut je pense qu'il y a une vraie fierté, si je peux me permettre de compléter, il y a une vraie fierté aujourd'hui pour nos collègues de Framatome de participer à cette histoire de l'énergie que nous vivons actuellement, ces besoins considérables. Et on a vraiment le sentiment, et ça a été renforcé avec la visite du 8 décembre du président de la République sur le site du Creusot, une vraie fierté, comme on dit, d'être Framatome. C'est indéniable. Alors, Monsieur Debost, est-ce que justement, comme vous le soulignez, c'est une activité française, qu'il faut soutenir et que, contrairement à la pharmaceutique qui mérite d'être encouragée, est-ce que le plan de relance profite à ces entreprises, à ces TPE, ces PME dont vous parliez en Bourgogne-Franche-Comté notamment? Alors oui, le plan de relance donc de 100 milliards d'euros, donc j'oserais même dire les plans de relance, puisqu'il faut aussi compter les plans de relance régionaux. Aujourd'hui, le volet nucléaire de France Relance, donc le plan de relance qui a été lancé par l'État, est un volet qui comporte 470 millions d'euros d'aide publique, dont un peu plus de la moitié dans le domaine de l'innovation. Il y a d'ailleurs eu un appel à projet qui a été lancé le 18 novembre dernier, donc qui a été relayé par le pôle et auprès duquel le pôle est en appui, puisque nous, on a travaillé beaucoup avec la DGE, la DGEC, justement, pour délimiter le périmètre de cet appel à projet. Donc, il y a eu une première remise de projet il y a 2 semaines de cela. Et donc, nous avons accompagné et labellisé pour plus de 210 millions d'euros de projets, notamment de R&D, donc ce qui démontre que l'innovation est très vivace au sein de cette filière et qu'effectivement, une bonne partie de ces fonds-là seront reroutés vers des PME, des TPE notamment. Il faut savoir que c'est à peu près aujourd'hui 80 partenaires pour 200 millions d'euros de financement, de projets d'assiette budgétaire, et on a 2 tiers de PME dans ces 80 partenaires. On a de très très beaux projets, donc j'en dirai pas plus, évidemment, confidentialité oblige, mais on a de quelques très très beaux projets qui, j'espère, seront retenus par France Relance et qui permettront, dans le cadre de l'industrie 4.0, l'usine du futur, de participer à la transition numérique, transition digitale de nos usines. Elles en ont grand besoin.
puisque la filière nucléaire n'est pas forcément très en avance dans le domaine du numérique. Elle a entamé sa transformation, mais grâce à France Relance, les choses vont s'accélérer. Et donc, effectivement, on a beaucoup de projets qui ont été déposés fin juillet. On en aura d'autres qui seront déposés fin mars, et les derniers seront déposés fin juin, puisqu'il y a 3 dates de relève. Donc, ils vont permettre de dynamiser, d'accélérer, parce que c'est une filière déjà très dynamique, d'accélérer et puis de projeter la filière vers les 20-30 années qui viennent. Et tout ça en région. Voilà. Monsieur Chevillon, peut-être un exemple pour illustrer ce que vient de dire Jean-François, et c'est du domaine public, donc je ne dévoile pas de secret industriel, c'est tous les travaux qui sont menés actuellement sur les SMR, les Small Modular Reactors, les réacteurs de petite taille, pour lesquels il y a une vraie appétence au niveau national et international surtout. Voilà, donc c'est quelque chose que nous sommes en train de travailler avec notamment le CEA, pour un design qui est en train de se préciser. Là, on en est au stade de l'avant-projet sommaire maintenant, pour un projet qui s'appelle NUWARD. Donc ce serait une petite centrale nucléaire en quelque sorte. Vous voyez, un EPR, c'est 1600 MW de puissance. Là, ce serait plutôt aux alentours de 340, avec 2 petits réacteurs de 170 MW à l'intérieur de ça. Ça peut correspondre à des vrais besoins pour des pays qui n'ont pas forcément des réseaux de transport d'électricité très structurés, ou qui ont des problèmes de refroidissement. Voilà, donc il y a un vrai potentiel international sur ce sujet, et donc on est très avancé là-dessus. Donc il y a beaucoup de recherche et développement. Ce que je veux dire, ça fait partie des branches d'innovation. Absolument, on est tout à fait dans l'innovation, dans ce type d'activité. Voilà. Il n'y a pas que les grosses centrales, elles font partie d'eux, et on a beaucoup de projets là-dessus, mais il y a aussi ce type d'innovation qui est en cours d'émergence et qui émergera. Et c'est des filières aussi qui sont concurrentielles, bien sûr. Alors, je ne peux pas ne pas parler de nucléaire sans évoquer aussi la sécurité des centrales nucléaires qui sont régulièrement, font souvent ça suscite beaucoup de polémiques, effectivement. Voilà, ça suscite pas mal de polémiques. Donc, puisqu'on parle de nucléaire, comment garantissez-vous, Monsieur Chevillon, la sécurité tant des matériaux, des personnes, des sites, des habitants? Doit-on craindre des catastrophes qu'on en a malheureusement connues au Japon? Est-ce que ce sont des choses qui peuvent aujourd'hui arriver? Est-ce qu'il faut rester vigilant? Comment on progresse aussi, on innove en termes de sécurité? Si vous me demandez de prendre un engagement absolu qu'il n'y aura jamais aucun problème dans un site d'exploitation nucléaire, la réponse est non. Le risque zéro absolu n'existe pas. Mais tout le travail de la filière veille à faire que justement ces risques soient parfaitement maîtrisés. Et c'est une filière qui, là pour le coup, est évidemment très empreinte de ces problèmes de sécurité. Donc c'est un travail de tous les instants, c'est une préoccupation constante, à la fois dès l'amont dans les conceptions des matériels, et puis ensuite dans toutes les phases d'exploitation. Voilà, c'est quelque chose qui évidemment est éminemment important et constamment d'ailleurs actualisé. Tous les enseignements qu'on peut tirer des modalités d'exploitation, des accidents quand ils se produisent, notamment ce qui s'est produit à Fukushima, a évidemment été l'objet d'analyses qui nous ont permis de tirer tout un tas d'enseignements qui sont aujourd'hui en phase de déploiement sur l'ensemble de nos sites pour aller encore un cran plus loin dans l'amélioration de la sûreté de l'ensemble des exploitations. Donc c'est une préoccupation absolument constante. Alors, le temps nous manque pour parler de tout ce que j'aurais aimé aborder encore avec vous, messieurs, sur le nucléaire. Néanmoins, une autre question, un autre sujet de polémique, entre guillemets, par rapport au nucléaire, c'est le nucléaire, peut-on s'en passer, peut-on le remplacer par les énergies vertes? Je sais que EDF travaille aussi beaucoup, justement, sur les énergies renouvelables. Il y a eu un rapport récent qui évoquait là, effectivement cette possibilité de se passer de nucléaire et donc de fournir l'ensemble des besoins nationaux par des énergies renouvelables. Alors, c'est techniquement possible, mais à condition. Et c'est les conditions qu'il faut prendre en compte. À condition d'avoir un réseau qui le permet, et donc un renforcement considérable des modalités de réseau, parce que cette production disséminée et intermittente nécessite un réseau autrement plus structuré que celui qui existe aujourd'hui, qui est déjà très structuré, mais qui est plus facilitant dans la mesure où vous avez des productions qui sont centralisées. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut accentuer encore les modalités de pilotage, justement parce que vous allez avoir des sources très diversifiées de fourniture. Vous devez développer considérablement les capacités de stockage, parce qu'on oublie parfois que l'énergie renouvelable, notamment éolienne et photovoltaïque, est intermittente.
elle ne produit pas quand vous en avez forcément besoin, elle produit quand les conditions atmosphériques le permettent. Donc vous avez besoin justement d'avoir du tampon et du stockage, qui n'est pas si simple que ça aujourd'hui. Hein. C'est bien des problèmes de l'électricité. Eh bien oui, l'électricité, ça ne se stocke pas facilement. Voyez, et donc ça nécessite d'avoir des moyens de production qui correspondent aux besoins. Donc ces conditions-là sont absolument nécessaires. Donc au regard de toutes ces conditions, c'est techniquement possible. Est-ce que c'est économiquement réalisable ? C'est un autre sujet. Oui. Il peut y avoir un vrai impact sur votre portefeuille, sur le portefeuille de tout un chacun, hein, parce que là aussi, aujourd'hui, parce que le nucléaire reste une énergie moins coûteuse. Le ménage français, le ménage français moyen paye une électricité 2 fois moins chère que le ménage allemand. Voilà, c'est des choix de politique économique et énergétique de pays, mais aujourd'hui, on bénéficie de la manne nucléaire. Donc techniquement, oui, c'est possible. Est-ce que c'est souhaitable ? Ça se discute. Et honnêtement, là, c'est une conviction, à la maille internationale, je pense qu'au regard des enjeux climatiques qui sont celles de la planète, renoncer à la solution nucléaire serait très vraisemblablement très pénalisant pour les enjeux climatiques et pour la lutte contre le réchauffement climatique. Peut-on lutter efficacement contre le réchauffement climatique en se passant d'énergie nucléaire ? Ma conviction est que c'est non. D'accord. C'est pas plus mal pour M. Debost et surtout pour notre équipe de Framatome, M. Pellereau et M. Glès. Donc le nucléaire, messieurs, a encore de beaux jours devant lui. Monsieur Glès, M. Pellereau. Écoutez, je crois que, notamment avec la visite du président de la République en décembre, il a été dépeint un projet serein pour le nucléaire qui reste indispensable. Oui, je rappelle qu'effectivement, le nucléaire est notamment, vous l'avez évoqué notamment pour un porte-avions, pour la propulsion nucléaire qui se développe aussi. Voilà, donc il n'y a pas que les centrales et l'électricité fournie, il y a d'autres usages du nucléaire. Tout à fait. Mais il a été rappelé que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Aujourd'hui, je crois que les deux destinations, le nucléaire civil et le nucléaire de la défense, sont très complémentaires. C'est un enrichissement des compétences, des savoir-faire. C'est aussi une affaire de souveraineté. Si vous prenez le seul exemple de Framatome, je crois que Framatome a mis son expertise au service de la défense depuis maintenant des décennies, en contribuant au programme de la Marine nationale, du porte-avions Charles de Gaulle, des projets de sous-marins. Il est important d'entretenir aussi un savoir-faire des compétences dans ce domaine. Monsieur Debost, de votre côté, le nucléaire a-t-il de l'avenir encore ? Ah oui, c'est une filière plus que jamais, c'est vraiment une filière d'excellence plus que jamais d'avenir. Hein, pour, je dirais, rajouter quelques propos à ce que vient d'expliquer très clairement Yves, la PPE, un ordre politique pluriannuel à horizon 2035, ne prévoit pas 0% de nucléaire. Hein, elle prévoit de ramener la part de nucléaire à 50%. Donc le nucléaire a toute sa place dans le mix énergétique français. Il ne vous aura pas échappé que l'État a pris la décision d'arrêter un certain nombre de réacteurs, hein, les 2 premiers ayant été ceux de Fessenheim, ce qui voudra donc dire qu'il faudra qu'on en construise de nouveaux. Ça, je crois que c'est important à donner. Le nucléaire en région, on parle souvent de la métallurgie du bassin sud territoire, donc bourguignon, comme, je dirais, la Silicon Valley de la métallurgie française. Et on a la chance, quand on a la chance d'avoir des champions mondiaux, je dirais, industriels du nucléaire, comme l'est Framatome ou comme l'est l'exploitant EDF, hein, qui fait référence, je dirais, dans le monde entier, quand on voit le nombre d'emplois que cela crée, quand on voit l'expertise maîtrisée par ces sites depuis plusieurs centaines d'années, hein, si je reprends l'exemple du Creusot, donc oui, le nucléaire est plus que jamais une filière d'avenir, plus que jamais une filière qui recrute, et plus que jamais une filière d'excellence à la fois pour le territoire et puis pour notre beau pays. Eh bien écoutez, merci. Vous vouliez compléter peut-être, Monsieur Chevillon ? Juste en un petit mot. Allez-y, mais je vous le laisse. Le débat sur la transition énergétique en France se ramène parfois à un débat de faut-il remplacer de l'électricité nucléaire par de l'électricité renouvelable. Si vous me le permettez, c'est un tout à fait faux débat. Il faut de l'électricité nucléaire et de l'électricité renouvelable. Et ce qu'il faut substituer, c'est de l'énergie bas carbone à la place des énergies fossiles. C'est comme ça qu'on sera en capacité de faire une transition énergétique efficace. Eh bien, écoutez, merci à vous. En tout cas, merci à vous 4, messieurs, d'avoir participé, de nous avoir éclairés sur ce nucléaire. Monsieur Chevillon, on se retrouve bientôt pour une autre émission, toujours consacrée au nucléaire, mais cette fois, justement, on fera un focus sur la formation. Comment ces entreprises, comme Framatome, qui, on l'a vu, a son propre système de formation et son campus, mais voilà, comment on forme, comment on se prépare à entrer dans le nucléaire, un secteur qui, je vous le rappelle, recrute
recrute beaucoup. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, ne manquez pas notre prochaine émission, L'avenir en région, sur la Web TV de Bourgogne-Franche-Comté. À très bientôt à tous et encore merci messieurs. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.